Bienvenue dans ce webinaire sur les principes et fonctionnements de la classe inversée et renversée. On va diviser cette présentation en plusieurs parties, en commençant par un petit point sur la création de cette technique, sa définition, ses objectifs et enjeux, ainsi que les limites de cette pédagogie. Ensuite, nous réfléchirons ensemble à son utilisation transversale, l'apport pour les élèves et la mise en place générale. Nous savons tous que dans les 4 piliers d'apprentissage, un des plus importants est relié à l'implication de l'élève en classe. Qui dit implication, dit engagement et attention. Petit rappel, l'attention, c'est aider l'élève à se concentrer pour amplifier sa capacité d'apprentissage. C'est l'aider à focaliser son attention sur un objet de pensée afin de le rendre aveugle à d'autres stimulations. Il faut donc attirer l'attention de l'apprenant, l'orienter dans sa sélection d'informations, quitte à rendre invisibles certaines parties, lui apprendre à se contrôler, soit inhiber un comportement indésirable. Nous avons ensuite l'engagement actif, s'engager pour produire. Un organisme passif n'apprend pas. Refuser la passivité, c'est générer activement des hypothèses qui font sens. Attiser la curiosité des élèves en les poussant à approfondir, chercher et donc de se motiver. Vouloir savoir. À 2 ans, les bambins sont pleins de questions. Il faut réattiser cette curiosité naturelle. Nous avons ensuite le retour sur erreur et remédiation. Les erreurs sont indissociables de l'apprentissage. Elles permettent un retour d'expérience. Par exemple, en anglais, fail peut être simplement pris comme first attempt in learning. Donc finalement, différents niveaux de signalement de l'erreur pour prouver qu'une erreur n'est pas une sanction et dédramatiser tout ça. L'élève est en formation, d'où l'importance des évaluations formatives. Un feedback explicite par pair en auto-évaluation. Apprendre à échouer, c'est développer des stratégies pour ne pas recommencer. Le dernier point de ces piliers d'apprentissage est la consolidation. Automatiser pour libérer de la place pour de nouveaux apprentissages. Passer du déchiffrage conscient à un fonctionnement automatique. Évidemment, le sommeil est important afin que les élèves soient reposés pour être plus attentifs. La nuit permet l'automatisation des circuits neuronaux. Comme un sportif, la répétition des mouvements permet leur automatisation. Nous savons tous que dans les 4 piliers d'apprentissage, l'un des plus importants est relié à l'implication de l'élève en classe. Qui dit implication, dit engagement et attention. C'est au début des années 2000 que la classe inversée est apparue, bien que ce soit la version relabellisée du Peer Instruction développée à Harvard dans les années 80. Un concours de circonstances a relancé la machine. 2 professeurs de sciences américains, qui étaient fatigués de l'absentéisme de leurs élèves, ont donc décidé de créer des contenus théoriques numériques, puis de les diffuser afin que leurs élèves puissent y accéder et venir en classe uniquement pour les expériences. Dans le monde francophone, décalage horaire oblige, il faudra attendre les années 2014-2015 pour que le lancement d'associations telles que le CLIS ou CLIC, sous l'impulsion de l'association Inversons la classe, soit développé. La grande question relativement rhétorique est « qu'est-ce que la classe inversée ?» Et la réponse est plus ou moins simple. La version simplifiée serait une proposition de travail asynchrone pour permettre aux élèves d'accéder à l'accès théorique d'un cours à son rythme pour optimiser le temps en classe. Ce n'est donc pas cours à la maison, devoir en classe. Pour aller plus loin, la classe inversée-renversée se divise en 3 types. Le type 1 constitue l'idée d'une approche classique, bien que le rôle du professeur sachant soit transféré et externalisé en donnant de la place au numérique. Le professeur crée sa capsule, ou approche théorique, le transfère aux élèves qui auront accès en autonomie afin de permettre d'attiser la curiosité de l'apprenant. Le type 2 est la classe renversée, soit une version plus approfondie de la classe inversée. Par renversée, on entend une inversion des rôles entre l'enseignant et l'apprenant. L'élève se voit attribuer une bibliographie ainsi qu'un protocole de recherche et, a fortiori, revient en classe pour partager et a le rôle de médiateur. Le type 3 réunit les 2 configurations. Il s'agit à la fois d'externaliser les savoirs, d'entamer une pédagogie de projet,
afin d'impliquer les élèves et attiser leur curiosité à travers des travaux de recherche, puis recontextualiser l'ensemble. Maintenant que les définitions sont posées, quels sont les réels objectifs de la classe inversée et comment les inscrire dans une pédagogie active? La classe inversée attribue 3 casquettes à l'élève. Celui d'acteur, un contenu est fourni et la compréhension-application se fait en classe. L'externalisation des savoirs. Celui de producteur. Les élèves construisent leurs cours en collaboration avec d'autres élèves ou le professeur. Celui de concepteur. Les objectifs sont donnés par le professeur et les élèves construisent leur parcours. Les objectifs sont d'inclure et d'engager les élèves dans leurs apprentissages, de permettre aux élèves d'avancer à leur rythme grâce à une remédiation individualisée et différenciée, de donner de la visibilité au travail de l'élève et ainsi de redonner confiance à l'apprenant dans sa capacité à apprendre. Pour se lancer, il faut prendre en compte l'idée du flip. Premièrement, un environnement flexible. Organiser le cadre spatio-temporel, observer et accompagner les élèves, rester dans un dialogue permanent. Il s'agit de proposer, modifier les tâches demandées et de s'adapter constamment selon les besoins des élèves. Tout ça nous mène évidemment vers une certaine intentionnalité. Savoir quels concepts sont proposés, pour quelles raisons, être transparent sur les objectifs. Il faut aussi différencier les ressources, créer et gérer un espace documentaire. Tout ça dans le but de développer la curiosité. Donner une voix aux élèves, répondre à leurs questions, savoir accepter qu'on ne puisse pas forcément répondre aux questions et chercher avec les élèves. Offrir des opportunités où le professeur est en retrait. Parce que prof, c'est aussi le diminutif de professionnel. La transparence sur les limites, développer la confiance, être disponible mais pas trop non plus. Il s'agit aussi de multiplier les évaluations formatives afin de baliser un parcours de formation et entraîner la mémoire. Donc on est d'accord que sur le papier, tout ça c'est très beau. Maintenant, quelles sont les limites de ces principes dans le monde réel? Oui, la classe inversée est du student centrism et permet la mise en place de compétences transversales concernant l'organisation, l'interaction et la réflexion. Oui, la classe inversée demande autonomie et rigueur, un travail collaboratif et donc une mise en place en mosaïque où chaque apprenant doit pouvoir compter sur le fait que son camarade ait dû travailler autant que lui. Il est donc possible que cette technique ait des limites. Si la transparence est importante pour créer une confiance prof-élève, un des freins majeurs de cette technique asynchrone est qu'elle peut amplifier les fractures socio-éco et géographiques. Des élèves ne pouvant travailler qu'avec leur téléphone ou n'ayant pas accès à Internet, tout ça met en péril cette pédagogie. Évidemment, l'apport théorique n'a pas à être systématiquement numérique, mais il est vrai que les conjectures actuelles y poussent. De plus, il faut penser que la mise en place est lourde et fastidieuse. Il faut une certaine maîtrise des outils numériques ou avoir un scénario clair en tête en alternant entre le synchrone, l'asynchrone, que l'ensemble se fasse à distance ou en face à face. Si le rôle de l'élève est passé de celui d'éponge à savoir à celui de collaborateur, il ne faut pas oublier que dans tous les cas, les enseignants font face à des adolescents plus ou moins intéressés par les matières et thèmes proposés. Il faut donc aussi accepter de ne pas pouvoir intéresser tout le monde, mais garder à l'esprit que le travail doit rester le même, d'où l'importance de la relation enseignant-apprenant et le besoin de s'adapter. Une autre limite de cette stratégie est la fraction possible entre les élèves en difficulté et ceux qui roulent. Cette technique n'est en effet pas un cours magistral à la maison pour faire des exercices et des contrôles en classe. Conclusion ? Faisons une session sur la classe inversée, oui, un petit questionnaire pour savoir ce que vous avez retenu. Plusieurs options s'offrent à nous. Des questions ouvertes, auxquelles je réponds dans ce webinaire, un QCM en ligne, que je reçois directement à corriger, ou des questions ouvertes que vous rédigez et qui servent d'amorce pour la partie synchrone. Le point de départ étant « qu'ai-je en tête ?» Je vais donc opter pour les questions ouvertes répondues dans cette conclusion. La première est « qu'est-ce que n'est pas la classe inversée ?» Normalement, tout de suite, dans votre cerveau, on vous dit « ce n'est pas un cours magistral » et oui, c'est fini le prof qui récite son cours devant les élèves de manière synchrone ou asynchrone en présentiel ou distanciel.
Quelles sont les 3 casquettes portées par l'élève lors de scénarios incluant la classe inversée? Acteur, producteur, concepteur. L'élève est acteur de son apprentissage, producteur de savoir et concepteur de scénario. En gros, maintenant, à vous de me dire ce que vous avez retenu. Comme on le disait, le feedback est quelque chose d'important pour revenir sur les acquis. Parce que c'est tout bête finalement, la classe inversée. C'est arrêter de faire du frontal H24, laisser la place aux élèves de découvrir, de s'intéresser, de les responsabiliser dans un collectif. Finalement, récupérer 3 des 4 piliers d'apprentissage en assurant le 4e parce qu'ils rentrent la tête bien pleine, ils sont donc HS. La classe inversée ou renversée ou haute, c'est simplement comprendre que l'élève est 7 heures sur une chaise, qu'il ne va pas vous écouter parce qu'il a Wikipédia dans sa poche et que Google est son ami. Il est donc important de rendre l'apprentissage transversal et surtout pragmatique. Finalement, c'est engager l'élève en lui montrant le but de tout ça et en étant transparent sur les objectifs. En effet, faire un exposé sur les méchants développés par Ian Fleming dans James Bond, c'est utile, mais parler de manière fluide, en se tenant correctement et en gérant son débit de parole, c'est important. Le thème, c'est juste pour le fun. La transversalité est un moyen de s'approprier une démarche pragmatique. Récap, quels sont les avantages et inconvénients? Avantages: élève au centre de l'apprentissage, différenciation, permet individualisation du parcours, désacralisation du professeur sachant, développement de l'autonomie. Inconvénients: un scénario précis des attendus, connaître ses élèves, extrêmement chronophage, et finalement on sort de sa zone de confort. Pour aller plus loin, passons de la théorie à la pratique. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont familiers avec le triangle du feu, on sait qu'il faut comburant, combustible et énergie d'activation pour qu'un feu prenne. Ici, pour qu'il y ait apprentissage, Jean Houssaye nous présente son propre triangle du feu, et cette flamme qui s'anime avec un équilibre entre apprenant, savoir et formateur. On a besoin des 3, mais chacun doit prendre une place et privilégier un des 3 axes afin d'atteindre le but voulu. De cet acte pédagogique, on tend vers des postures différentes des enseignants formateurs afin de pérenniser les apprentissages. On atterrit donc au croisement entre Bucheton et Houssaye, soit des postures appropriées en fonction de l'axe développé. En effet, lors d'un focus sur les savoirs sachants, la posture de l'enseignant ne sera pas la même que lors d'un focus sur les stratégies d'apprentissage ou encore sur l'expérience d'apprentissage. La classe inversée, aujourd'hui, ne signifie plus une capsule à la maison d'apport théorique, mais bel et bien une évolution de la posture enseignante et celle de l'apprenant. On passe d'une posture frontale, on passe d'un face-à-face à un côte-à-côte. Dans les faits, bien sûr que la classe inversée ne peut pas être utilisée à tous les instants, mais comme précisé, le fait d'avoir des élèves actifs renvoie à une évolution de l'acte pédagogique et donc à une refonte des approches sous un nouveau prisme. C'est Edgar Hale qui nous donne cette approche et reprend la taxonomie de Bloom avec des actions et l'évolution d'un comportement passif vers un comportement actif. Mais tout ça est un puzzle que l'enseignant doit maîtriser et entre lesquels l'enseignant doit jongler avant que chaque phase se fasse et permette l'apprentissage. L'enseignant doit alors être maître de sa pédagogie et mettre une didactique en place afin de permettre aux élèves d'apprendre. C'est donc en amont que tout se fait. Nous le savons tous et toutes, quand nous créons une séquence, nous partons d'une idée de tâche finale, nous réfléchissons aux besoins de cette tâche finale, puis nous trouvons des apports. Après analyse de ces apports, nous prenons ce dont nous avons besoin, puis nous trouvons les stratégies pour que les élèves aillent là où nous voulons qu'ils aillent, en gardant en tête quelles activités nous allons mettre en place et différentes étapes de contextualisation, collaboration, rétroaction, implication et interaction. Le rôle de l'enseignant, comme expliqué précédemment, oscillera selon les besoins, les activités, afin de mettre l'élève au centre de son apprentissage et non plus l'enseignant au centre. Tout se passe dans la réflexion en amont. Vous allez me dire, oui, mais comment ?
Voici quelques activités que vous pouvez utiliser selon les phases de travail. Vous en trouverez plus sur le lien donné. Le baromètre humain, pour une réactivation, pour que chaque élève puisse donner son opinion, parfois à l'oral, parfois simplement par une posture physique. Les jeux d'improvisation, à partir d'étiquettes, de flashcards, etc. Une minute exposée, comme en fin de cours, pour un exit bound. Two truths, one lie, pour savoir si les élèves ont bien compris les attendus. Les caouts, soit en début, pour une évaluation des préacquis ou prérequis, ou en fin de classe, pour voir ce que les élèves ont vraiment retenu. Parfois, ils peuvent même simplement créer le caout à partir des exposés de leurs camarades. Pour de nouveaux apports, on privilégiera les podcasts, les screencasts, des recherches avec une bibliographie donnée en amont. Pour les applications, pourquoi pas des escape games, et ainsi de suite. Pour une approche réflexive, je vous laisserai jeter un coup d'œil sur vos travaux et repérer les points suivants afin de vous poser la question suivante. Fuse de la classe inversée. Avez-vous trouvé des rituels? Avez-vous trouvé des répétitions? Avez-vous trouvé de la différenciation? Quelles phases mettez-vous en place? Des phases de production, de réception, individuelle, collaborative? Et surtout, tout ça dans quel but? Qu'est-ce que vous apportez à l'élève avec ces différentes activités? Et comment le mettre au centre de son apprentissage? Pour vous aider, voici quelques outils. Des capsules vidéo d'enseignants que vous pourrez trouver. Par exemple, sur YouTube, il y en a plein. Il y a aussi les TED-Ed, sur Vimeo, la Khan Academy, TeacherTube. Pour créer votre propre vidéo, comme je fais aujourd'hui, un PTT enregistré en MP4, vous pouvez utiliser la version gratuite de Screenomatic pour enregistrer votre écran. Ça va jusqu'à 15 minutes, ce qui peut être très pratique, parce que 15 minutes, ça fait déjà quelque chose de long. Pour les petits montages, personnellement, j'utilise eMovie, mais vous pouvez aussi utiliser Filmora ou Windows Movie Maker. Pour partager tout ça, vous pouvez trouver mes vidéos sur YouTube, mais très simplement un Google Drive, une Dropbox, un WeTransfer ou un blog. Pour les feedbacks interactifs de vos élèves en classe, un Kahoot, un brainstorming, un calligramme. Hors de la classe, j'aime beaucoup BookWidget, Quizlet, Google Form. À vous de trouver ce qui vous correspond. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre à cette adresse mail en mettant bien l'objet en objet. Et surtout, le forum sera ouvert sur campus. Voici les sources que vous retrouverez dans la description. Au revoir.